Au titre de ce journal, au Brésil, Lula remporte l'élection présidentielle. En Corée du Sud, une bousculade fait 150 morts. Au Sénégal, la BAD investit 41,7 milliards de francs CFA. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au Brésil, Lula est officiellement le 39e président de la République depuis hier dimanche 30 octobre. Le leader de gauche l'a emporté avec une marge infime sur son adversaire de droite, le président sortant, Jair Bolsonaro. Lula donné vainqueur à l'issue du second tour de l'élection présidentielle brésilienne. Le candidat de gauche s'est imposé ce dimanche soir face au président sortant et candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Le duel aura été serré jusqu'au bout, mais Lula aura donc finalement réussi à conserver son avance après une campagne brutale au cours de laquelle les deux hommes n'ont pas hésité à s'insulter. De son côté, Jair Bolsonaro a cru jusqu'au bout pouvoir refaire son retard et faire mentir les sondages, mais ne connaîtra donc pas de deuxième mandat consécutif. Une chose est sûre, la tâche du nouveau président Lula ne s'annonce pas simple dans un Brésil qui semble plus polarisé que jamais. La Corée du Sud est sous le choc depuis maintenant 48 heures. Une bousculade tragique survenue dans la nuit du samedi au dimanche lors de la célébration d'Halloween a fait 150 morts dans une rue très animée de Séoul. Reportage. Des dizaines de morts sous des couvertures, allongés à même le trottoir dans les rues de Séoul. Des arrière-cours transformés en hôpitaux à ciel ouvert. Sur le pavé, on voit les secours et des passants pratiquer des massages cardiaques. Alors que le drame se déroule, la musique de la fête retentit toujours. Des milliers de jeunes s'étaient rassemblés à l'occasion des fêtes d'Halloween dans ce quartier de la capitale sud-coréenne. Sur ces images, on les voit pressés les uns contre les autres dans une petite rue. Un mouvement de foule et une pression bientôt intenable. Les témoins décrivent une situation chaotique. Là, je suis actuellement à Itaewon. C'est absolument lunaire ce qui se passe. Regardez. C'est hallucinant. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est extrêmement dangereux. En urgence, les secours installent leur poste de commandement dans la rue et réquisitionnent les hôtels du quartier. Il est actuellement 3 heures du matin à Séoul. Plus de 100 personnes ont été tuées ce dimanche 30 octobre dans un double attentat à Mogadiscio en Somalie. Les soupçons se dirigent naturellement vers les islamistes Shebab en guerre contre le gouvernement central. Les détails du carnage dans cet élément. Une première explosion vient de retentir près du carrefour de Zobé à Mogadiscio, pas loin des bâtiments officiels et des ambassades. Les passants courent se mettre à l'abri. C'est un attentat à la voiture piégée. Et même un double attentat. 2 explosions à quelques minutes d'intervalle devant le ministère de l'Éducation, suivi de coups de feu. J'étais sur les lieux de la première explosion et puis j'ai couru. J'étais encore sous le choc quand une autre détonation a frappé le même endroit. Les terroristes ont frappé pour tuer le maximum de personnes. Au moins 30 personnes ont été emmenées à l'hôpital. Ils étaient morts et la majorité étaient des femmes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Pas de revendication jusqu'ici, mais un drame déjà vécu sur cette artère très fréquentée du centre de la capitale somalienne. Frappée il y a 5 ans, quasi jour pour jour, par une attaque au camion piégé. 512 morts à l'époque, l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu la Somalie. Cette fois encore, tous les regards se tournent vers les Shebab, les militants djihadistes auxquels les autorités ont déclaré une guerre totale. Le président ne les désigne pas par leur nom. Le peuple somalien musulman et nous sommes en guerre contre ces hommes. Au moment où nous parlons, des combats sont en cours contre eux dans de nombreuses régions du pays, que ce soit dans les États de Galmudug, d'Hirshabelle, du sud-ouest ou de Jubaland. Hassan Sheikh Mohamoud a appelé les habitants à se tenir à l'écart des zones contrôlées par les Shebab qui ont redoublé d'activité ces derniers mois dans un pays également victime de la sécheresse et menacé de famine. Ce sont près de 42 milliards de francs CFA qui seront investis par la Banque africaine de développement au Sénégal pour financer un vaste projet d'agropole qui devra permettre à terme la transformation de dizaines de milliers de tonnes de produits agricoles.
Le Sénégal va recevoir un prêt de 63,6 millions d'euros, soit 64 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Approuvé le 26 octobre 2022, le financement permettra à cette infrastructure d'accroître les exportations agricoles pour réduire les importations de denrées alimentaires en milieu rural. Il couvrira les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. Le modèle d'importation auquel les pays africains sont confrontés peut être réglé effectivement à travers des projets comme celui-là, c'est-à-dire des agropoles. C'est une dimension très importante dans la politique d'autosuffisance alimentaire, mais plus important encore, c'est son degré d'intégration en permettant effectivement à des PME-PMI de transformation industrielle de pouvoir bénéficier quand même de matières premières conséquentes. Selon les données officielles du projet, le module central d'une superficie de 80 hectares sera viabilisé pour servir de hub répondant aux normes internationales, au conditionnement et stockage des produits agricoles à la production d'énergie. Il sera par ailleurs complété par un réseau de modules régionaux qui permettront ainsi une bonne intégration horizontale et verticale des filières ciblées. En plus de tout cela, ce projet-là peut effectivement soutenir la souveraineté alimentaire, l'autosuffisance, qui est en fait aujourd'hui une très grande préoccupation, surtout dans un monde extrêmement difficile, où les facteurs exogènes s'imposent à nous. En plus encore, il faudra peut-être mettre la dimension exportation, ce qui donnera effectivement au projet une valeur ajoutée certaine. Le projet de zone de transformation agro-industrielle du Centre Sénégal va appuyer la mise en place d'un fonds de développement des chaînes de valeur agro-industrielles, notamment l'arachide, les céréales et le sel en faveur des organisations de producteurs. Il ciblera prioritairement les activités situées en amont et en aval de la production pour accroître l'inclusion financière des acteurs des chaînes de valeur. Au moins 75 personnes tuées dans un effondrement d'un pont enjambant une rivière de l'ouest de l'Inde dans l'état du Gujarat hier dimanche. En Inde, un pont suspendu s'est effondré au moment où des centaines de personnes le traversaient. Selon des premiers bilans, le drame a fait plusieurs dizaines de morts. L'effondrement a eu lieu dans l'état du Gujarat, dans l'ouest du pays. Le pont suspendu de Morbi s'est effondré dimanche après-midi. Il datait de l'époque coloniale, il avait été construit au 19e siècle, il venait d'être rénové et s'est effondré 4 jours seulement après sa réouverture au public. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour trouver des survivants. Le Premier ministre Narendra Modi annonce que les victimes pourront bénéficier du soutien de l'État. Au Niger, fini les temps de vaches grasses pour les travailleurs nigériens des mines d'uranium d'Arlit exploitées par le groupe Orano et sa filiale, la Cominac. Plus d'un an après la fermeture du site en mars 2021, 600 mineurs entrevoient difficilement une alternative sociale en dépit des 20 millions de francs CFA reçus en guise de compensation. Plus d'un an et demi après la fermeture de la mine d'uranium d'Akuta à Arlit, la cité où logeait l'essentiel des employés de la Cominac est très mal en point. Le jour qu'il y aura un pépin, c'est ça le problème. Parce que les maisons commencent à tomber. Les tôles commencent à tomber. C'est un endroit qui n'ont même pas, il n'y a pas d'eau. Des fois, on a même des problèmes d'eau. C'est désolant quand même. C'est vraiment désolant. C'est ça la merde que vous voyez là-bas. Les moustiques. Si tu n'as pas une moustiquaire, alors ton compte est bon. Voilà maintenant ce qui se passe. Les gens ne font que chercher des camions pour récupérer l'eau, la chiotte, tout. C'est ça les conséquences de la fermeture. Qui a bouché ces égouts? C'est la Cominac. C'est la Cominac. Elle a arrêté les moteurs. Elle a arrêté les moteurs, donc l'eau ne va plus au jardin. Malgré de longues négociations entre les syndicats nigériens et la filiale locale d'Orano, ex-Areva, beaucoup d'anciens employés sont insatisfaits des indemnités de départ qu'ils ont touchées. Nayusa Yakuba a passé plus de 20 ans à travailler dans la mine. 20 millions de francs CFA. Je peux tenir encore 2 ans avec si ça dure. Au bout de 2 ans, si je ne trouve pas d'emploi stable, on fait quoi? Des fois, dès que tu payes une maison ou alors une voiture et une moto, avec les frais que ça entraîne, tu n'as rapidement plus rien. Certains sont obligés de revendre leur maison et leur voiture. 20 millions, ce n'est rien, la vie est chère maintenant. Du côté de la direction de la Cominac, on exhorte les ex-employés à la patience. Des mesures doivent être mises en place pour leur permettre de devenir propriétaires. On a mené des discussions avec le ministère de l'Urbanisme
pour que les anciens travailleurs qui désirent acquérir un logement à Arlit pour y vivre puissent y accéder. On a programmé ça pour fin décembre, en tenant compte de toute la lourdeur administrative, de toutes les vérifications qui vont se faire. Plusieurs anciens mineurs reprochent au groupe français Orano de ne pas avoir mis en place un suivi médical suffisant. La direction de la Cominac, elle, s'en défend. 27 Nigériens ont pourtant porté plainte en France contre X pour homicide et blessures involontaires liées à l'extraction de l'uranium. Direction Prague, en République tchèque, les pro-ukrainiens sont sortis nombreux ce dimanche dans les rues de la capitale, Prague, pour marquer leur soutien à l'Ukraine. On en estimait à quelques dizaines de milliers le nombre de personnes ayant participé à la marche. Un reportage. Des dizaines de milliers de Tchèques se sont rassemblés dans le centre historique de Prague ce dimanche pour exprimer leur soutien à l'Ukraine et défendre la démocratie. La manifestation était organisée par le groupe Million Moments for Democracy, déjà à l'origine de plusieurs rassemblements depuis le début de l'invasion russe. Le soutien à l'Ukraine est absolument vital, dit cet homme. L'Ukraine ne s'en sortira pas sans aide. L'hiver arrive et je pense que c'est une bonne chose de leur envoyer des armes. Poutine doit perdre. Si Poutine gagne en Ukraine, dit un autre manifestant, je crains sérieusement qu'après quelque temps, il continue vers d'autres pays et que ce soit notre tour. La République tchèque fournit à l'Ukraine une importante aide militaire et humanitaire. Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, s'est adressée à la foule par vidéo et l'a remercié pour son soutien à l'heure où l'Ukraine est confrontée, selon ses mots, au moment le plus sombre de son histoire. En Côte d'Ivoire, la CGECI Academy 2022 a fermé ses portes ce 28 octobre 2022 après 2 jours d'intense activité du patronat. Retour sur cet événement dans ce reportage. La CGECI Academy vient de tenir ses assises le 27 et 28 octobre dernier autour du thème « Quel partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique ?» et cette 10e édition était constituée de panels, masterclass et conférences et a vu l'intervention de brillants et éminents panélistes venus d'horizons diverses, tant du secteur privé que du secteur public. La CGECI Academy 2022 avait également pour inviter l'Alliance des patronats francophones dont le circuit a permis de discuter des différentes formes de partenariat dans l'espace francophone. Des participants se prononcent. Cette union patronale et ces unions patronales arrivent à faire éclore une stratégie commune et qui permettrait aux différentes entreprises aujourd'hui qui évoluent dans les secteurs qui nous concernent de travailler, de mutualiser un peu leur savoir-faire. Ce qu'il faut bénéficier de ce genre d'événements, c'est de la collectivité, c'est de l'expérience collective. 27 résolutions sont issues des travaux de cette édition et les entreprises ont besoin d'évoluer dans un environnement sécurisé pour atteindre les meilleurs résultats de ces résolutions. C'est pourquoi il faut faire de la sécurité et de la stabilité politique la priorité des actions et programmes des États dans l'espace francophone. Et toujours en Côte d'Ivoire, dans l'actualité économique, l'État entend soutenir à hauteur de 12 milliards de francs CFA les acteurs de la filière EVA palmier à huile face à la flambée des prix des engrais dus à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Les coûts des denrées, des fertilisants ont dans certains cas doublé. Les explications avec nos confrères de la télévision ivoirienne. Une visite dans les plantations de palmiers à huile de la région du Sud Comoé permet de mesurer l'ampleur du conflit armé russo-ukrainien et son corollaire de surenchère du coût des intrants agricoles. Peu il n'y a pas d'engrais, voilà les plants qui sont bien sec. Il n'y a pas d'engrais. Donc, manque d'engrais, elle va faire 7 ans avant de rentrer en production, au lieu de 3 ans. Manque d'engrais par faute de moyens. Passer de 20 000 à 40 000 francs CFA en moins d'1 an,
La flambée du sac d'engrais entraîne une difficulté d'approvisionnement des planteurs, ce qui risque de réduire la production nationale, actuellement estimée à 1 800 000 tonnes de régime de palme par an. Comme solution, l'État initie le projet d'urgence d'appui aux filières EVA et palmiers à huile, PUA-HP, afin de soutenir les paysans en leur distribuant gratuitement de l'engrais. Vraiment, ça me fait plaisir d'avoir de l'engrais. Et je remercie tous les donateurs qui nous ont offert cet engrais. Ça nous permet la production pour qu'on puisse mettre nos enfants à l'école, le train de vie meilleur, pour que nous puissions respirer comme les autres aussi. Si je dois acheter un sac d'engrais à 40 000 et que j'ai eu une offre vraiment favorable, ça ne me fait que plaisir. Financièrement, ça bouche un peu les trous. Lancé récemment dans le village d'Irobo, région des Grands Ponts, et mis en œuvre par le conseil EVA palmier à huile, le PUA-HP mobilise un investissement de 12 milliards de francs CFA financé par l'État. Il prend aussi en compte un soutien au segment de la transformation et l'émergence des PME exerçant dans cette filière. L'engrais n'est pas à vendre. Si l'opération réussit, c'est fort possible que dans les négociations à venir, cette opération va se perpétuer. On veut doubler notre production de régime de palme pour que l'ensemble des opérateurs de la transformation qui sont installés puissent fonctionner à 100% de leurs capacités. Le PUA-HP prévoit également des mesures d'appui destinées aux acteurs de l'EVA-culture. En clair, il s'agit de relancer la dynamique de croissance de ces deux filières agricoles. Et pour finir, une page de culture avec le duo ivoirien Zongo et Tao qui ont offert un spectacle de sensibilisation sur les risques de la migration irrégulière pour marquer leur retour sur scène. Suivant ce reportage. Au début là, ouais. C'est pas toi et moi qui avons tenté le premier voyage et pas la route. C'est devant un public conquis que les humoristes Zongo et Tao ont presté durant 90 minutes d'horloge au Palais de la Culture à Abidjan sur le thème des dangers de l'immigration irrégulière, passant en revue et dans l'humour les péripéties de la vie de migrants. L'association pour la réinsertion des migrants de retour en Côte d'Ivoire a tenu à apporter son soutien à cette initiative parce qu'avant souffert de cette vie de migrants irréguliers. Le ministre de la Bonne Gouvernance, Zorobi Balo, ainsi que certains humoristes étaient présents pour encourager ce duo qui fait la fierté de toute l'Afrique. Le public a bien apprécié le contenu du spectacle. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.